Depuis 45 ans, les États-Unis n'ont pas réussi à plier l'Iran, pas une fois. Et pourtant, en 2026, Washington recommence exactement la même chose, avec exactement les mêmes outils, en espérant un résultat différent. C'est la définition classique de l'obstination stratégique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette obstination coûte à l'Amérique bien plus qu'elle ne lui rapporte et pourquoi l'Iran, ce pays présenté comme économiquement exsangue, tient tête à la première puissance mondiale avec une efficacité déconcertante. Parce que pendant que les grandes chaînes vous diffusent des images de porte-avions dans le Golfe Persique et des communiqués triomphants de la Maison-Blanche, la réalité géopolitique raconte une toute autre histoire. Commençons par le chiffre que les médias dominants refusent de mettre en première page, parce qu'il détruit à lui seul le narratif de la victoire américaine par la pression économique. En 2024, l'Iran a exporté 1,7 million de barils de pétrole par jour. C'est son niveau le plus élevé depuis 2018. Autrement dit, après 6 années de sanctions dites maximales, après des centaines de milliards de dollars de pression économique, après des dizaines de cycles de rhétorique guerrière à Washington, l'Iran exporte aujourd'hui plus de pétrole qu'avant le retour des sanctions. Les fonctionnaires iraniens sont payés, les ingénieurs du programme nucléaire reçoivent leur budget, les commandants de la garde révolutionnaire sont équipés. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain annonce que l'étau se resserre. Il ne se resserre pas, les chiffres le prouvent. Regardons maintenant l'asymétrie militaire réelle, celle que personne ne calcule honnêtement. Le budget de la défense américaine en 2025 atteint 886 milliards de dollars. Celui de l'Iran est d'environ 10 milliards, soit moins de 1,2% de la puissance de feu américaine sur le papier. Et pourtant, depuis janvier 2024, les milices Houthis au Yémen, soutenues par Téhéran, ont tiré 192 missiles et drones contre des navires commerciaux en mer Rouge, perturbant 15% du commerce maritime mondial. Les États-Unis ont dépensé plus de 2 milliards de dollars en missiles intercepteurs pour neutraliser ces attaques. Chaque drone Houthi coûte environ 2000 dollars. Chaque intercepteur américain coûte entre 1 et 4 millions. Le rapport est de 1 contre 500 en faveur de l'Iran. Et les flux commerciaux mondiaux restent perturbés malgré tout. Ce n'est pas de la chance. C'est une stratégie délibérément construite autour d'une logique d'asymétrie qui rend la puissance brute américaine structurellement inefficace. Ce mécanisme n'est pas nouveau dans l'histoire. En 1990, l'Irak de Saddam Hussein a subi les sanctions les plus sévères jamais imposées par les Nations Unies. 12 ans plus tard, il a fallu une invasion militaire totale pour renverser le régime. Une invasion qui a engendré le chaos régional dont est né exactement le réseau proxy que l'Iran contrôle aujourd'hui. Cuba a survécu à plus de 6 décennies d'embargo américain. En 1953, Washington a renversé Mossadegh en Iran pour reprendre le contrôle du pétrole iranien, produisant précisément la révolution islamique de 1979 qu'il cherchait à prévenir. La leçon n'a jamais été tirée. Permettez-moi une image pour rendre cette logique encore plus claire. Imaginez que vous décidez de couper l'électricité de votre voisin. Il achète un générateur. Vous bloquez son accès au carburant. Il construit un réseau parallèle avec d'autres voisins qui lui livrent du carburant discrètement en s'enrichissant au passage, sauf vous. Vous déclarez qu'il est à genoux. Mais votre voisin a non seulement récupéré son électricité, il a également tissé un réseau d'alliances, de dettes de gratitude et d'influence que vous ne contrôlez plus du tout. Et il commence même à revendre de l'électricité à ses nouveaux alliés à des tarifs que vous ne pouvez pas concurrencer, parce que son infrastructure parallèle a des coûts bien inférieurs aux vôtres. C'est exactement ce que l'Iran a fait depuis 2018 avec les sanctions américaines. Mais il y a une deuxième couche encore plus profonde et celle-ci change fondamentalement les équilibres de puissance pour les décennies à venir. L'Iran possède aujourd'hui suffisamment d'uranium enrichi à 60% pour être à 4 semaines du seuil nécessaire à la fabrication d'une arme nucléaire. La Chine a augmenté ses importations de pétrole iranien de 83% entre 2020 et 2024. La Russie et l'Iran ont signé en janvier 2024 un accord de coopération militaire et économique de 20 milliards de dollars.
Et depuis cette même date, l'Iran est membre à part entière des BRICS, lui donnant accès à un système de paiement international alternatif au dollar, précisément l'instrument sur lequel repose toute l'architecture des sanctions américaines. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas non plus de l'improvisation, c'est une stratégie de repositionnement méthodique, construite sur une décennie, conçue pour rendre les leviers de pression américains structurellement obsolètes. Et c'est exactement là que la stratégie Trump 2025 révèle toute sa fragilité. Quand Donald Trump revient au pouvoir en janvier 2025, il réactive le même manuel qu'en 2018. Pression maximale, sanctions supplémentaires, ultimatum, mais le monde de 2025 n'est plus celui de 2018. En 2018, l'Iran était relativement isolé. La Chine hésitait encore à défier frontalement Washington. La Russie était sous pression après la Crimée. Les BRICS n'avaient pas encore intégré les grands producteurs du Golfe. En 2025, l'Iran est membre des BRICS, partenaire stratégique de Pékin et de Moscou, fournisseur de drones à la Russie testés en conditions réelles de guerre en Ukraine et point d'appui d'un réseau opérationnel sur 5 fronts simultanés. La pression maximale de Trump arrive exactement au moment où l'Iran est le moins vulnérable à cette pression depuis 45 ans. En mars 2025, Washington réintroduit des sanctions maximales sur le pétrole iranien avec un ultimatum de 60 jours. La Chine annonce dans la même semaine une augmentation de ses achats. L'ultimatum expire dans l'indifférence totale de Pékin. En avril, des négociations indirectes s'ouvrent à Oman. La presse américaine les présente comme une victoire diplomatique. Mais l'Iran arrive à la table avec 60% d'uranium enrichi à 60%, soit une position de négociation infiniment plus solide qu'en 2015 lors de la signature du JCPOA. Washington négocie sous pression d'un Iran plus fort qu'il y a 10 ans. Ce n'est pas une victoire américaine. C'est son exact opposé. Le troisième mécanisme d'échec est peut-être le plus décisif, et les médias ne l'analysent presque jamais. Même si les sanctions économiques parvenaient à déstabiliser sérieusement l'économie iranienne, le programme nucléaire a franchi un seuil de connaissances techniques qui ne peut plus être effacé. Des milliers d'ingénieurs iraniens savent aujourd'hui comment enrichir l'uranium. Cette connaissance existe dans des cerveaux humains répartis dans des dizaines d'installations souterraines. Natanz est à 80 mètres sous terre, Fordow est creusé dans une montagne. Selon les estimations les plus optimistes des services de renseignement occidentaux eux-mêmes, une frappe militaire américaine ou israélienne retarderait le programme de 2 à 3 ans au maximum. Elle ne l'éliminerait pas. Et dans l'intervalle, elle produirait exactement la légitimité politique intérieure dont le régime a besoin pour ressouder une population que les sanctions avaient commencé à fracturer. En mai 2025, Israël menace des frappes préventives sur les sites nucléaires iraniens. L'Iran répond publiquement que toute frappe israélienne entraînerait des représailles directes contre les bases américaines dans la région. Israël attend le feu vert de Washington. Ce feu vert ne vient pas parce que le Pentagone sait que le coût régional serait incalculable. Bases américaines attaquées en Irak, au Koweït, au Qatar, pétrole à $150 le baril, récession en période électorale. L'Iran a transformé chaque menace militaire en risque direct pour les intérêts américains eux-mêmes. Permettez-moi de vous décrire 2 scènes qui résument tout. À Téhéran, dans une salle de réunion sobre, un commandant de la garde révolutionnaire regarde une carte du Moyen-Orient. Un conseiller lui annonce que les États-Unis ont déployé 2 porte-avions dans le Golfe. Le commandant répond sans sourciller. Ils en ont 11. Ça leur coûte 3 milliards par an pour maintenir cette présence navale. Notre budget proxy annuel, 200 millions, peut-être 250. Il se lève, pose le doigt sur le détroit d'Ormuz, sur la mer Rouge, sur le sud du Liban, sur le nord de l'Irak. Ils gardent leurs forces en mer, nous gardons les nôtres dans les têtes de nos adversaires. Puis, presque pour lui-même, dans 18 mois, ils voudront négocier. Ils négocient toujours quand le pétrole commence à poser problème. De l'autre côté, à Washington, dans le bureau ovale, le conseiller à la sécurité nationale fait les 100 pas. Les sanctions n'ont pas stoppé les exportations iraniennes. La Chine continue d'acheter. Trump tape la carte du doigt. Alors on frappe directement. Silence. Les estimations du Pentagone donnent 2 à 3 ans de retard sur le nucléaire. Après, ils reconstruisent. Et on a une guerre régionale ouverte. Le prix du pétrole monte à $150
$. L'économie américaine entre en récession. Trump murmure « Alors on négocie ». Son conseiller répond à voix basse « C'est ce qu'ils attendent depuis le début ». Voici l'analyse structurelle que les médias ne font jamais. L'échec américain face à l'Iran n'est pas l'échec de Trump en particulier. Ce n'est pas non plus un déficit d'intelligence des décideurs à Washington. C'est un échec structurel de la pensée géopolitique américaine qui continue d'appliquer au 21e siècle les instruments de puissance du 20e. La supériorité militaire absolue, la domination économique par le dollar, la capacité de sanctionner unilatéralement n'importe quel acteur du système international. Ces leviers fonctionnaient dans un monde unipolaire où aucun concurrent systémique n'existait. Ce monde a disparu. La Chine représente aujourd'hui 18% du PIB mondial. Les BRICS pèsent 36% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat, contre 30% pour le G7. Le yuan est utilisé dans près d'un tiers des transactions sino-russes. L'Iran a perçu cette transformation structurelle bien avant Washington et s'est repositionné précisément là où les instruments américains de pression perdent leur efficacité. Ce n'est pas uniquement la leçon de ce conflit, c'est la leçon que d'autres acteurs appliquent simultanément. La Corée du Nord, la Russie et demain des acteurs que nous n'avons pas encore identifiés. Je vous laisse avec le chiffre que j'ai gardé pour la fin. Depuis 1979, les États-Unis ont imposé 14 trains de sanctions successifs à l'Iran. Le régime iranien existe toujours. 14 tentatives, 0 changement de régime. Ce seul chiffre résume tout ce que vous venez d'entendre. Dans 2 ans, si les négociations en cours échouent, l'Iran sera à quelques semaines du seuil nucléaire militaire. Dans 5 ans, un Iran membre des BRICS, partenaire économique majeur de la Chine et de l'Inde, avec un programme nucléaire que personne ne peut plus démanteler sans déclencher une guerre régionale totale, sera une réalité que Washington devra apprendre à gérer plutôt qu'à éliminer. Dans 10 ans, le Moyen-Orient, dans lequel les États-Unis avaient bâti leur hégémonie depuis 1945, sera structurellement différent, avec des équilibres de puissance que ni les sanctions ni les porte-avions n'auront pu figer. Et la question que vous devez vous poser maintenant est celle-ci. Si la puissance la plus armée et la plus riche de l'histoire humaine ne parvient pas à soumettre un pays de 90 millions d'habitants après 45 ans de pression continue, qu'est-ce que cela nous dit sur la nature réelle du pouvoir au 21e siècle? Le 21e siècle ne se gagne pas avec des porte-avions et des sanctions. Il se gagne avec la capacité de construire des alternatives que l'adversaire ne peut pas fermer. Des réseaux que les instruments traditionnels de pression ne peuvent pas atteindre. Une résilience structurelle qui transforme chaque tentative d'étranglement en vecteur de renforcement. L'Iran a compris cette leçon avant tous les autres acteurs régionaux. La question urgente n'est plus de savoir si Trump peut mettre l'Iran à genoux. La question urgente est de savoir si Washington comprendra à temps que les règles du monde ont changé.